Je m'appelle Henri. J'ai 70 ans et mon épouse, Alice, s'est éteinte il y a 6 semaines, emportée par une maladie qui n'a eu aucune pitié pour nous. Ma fille, Sophie, a décidé de m'aider à traverser ce deuil impossible en me volant 2 millions d'euros sur mon compte retraite pendant que je dormais, profitant de mon épuisement et de ma vulnérabilité apparente. Elle et sa belle famille, des gens avides et sans scrupules, se sont envolés pour l'Europe, persuadés d'avoir laissé derrière eux un vieil homme sénile et impuissant. Ce qu'elle ignorait, c'est que je possède l'entreprise que son beau-père croit diriger depuis 3 décennies. 2 jours plus tard, elle m'a appelé depuis un hôtel de luxe à Paris, hurlant que j'avais gelé 50 millions d'euros de leurs actifs. Elle avait raison. Avant de vous raconter exactement ce que je lui ai dit et comment j'ai orchestré leur chute, laissez-moi vous dire que la famille ne devrait jamais être un chèque en blanc pour la trahison. Je me suis réveillé dans un silence absolu. Ce n'était pas le silence paisible d'un dimanche matin en Sologne. Ce genre de quiétude qu'Alice et moi partagions autrefois autour d'un café et du journal, avec la brume se levant doucement sur les étangs. Non, c'était un silence différent, lourd, oppressant. C'était un silence intentionnel, une absence calculée et creuse qui résonnait contre les murs de pierre de notre vieille bâtisse. Alice était partie depuis 6 semaines. Le cancer l'avait prise lentement, grignotant sa vitalité jour après jour, puis tout d'un coup, elle s'était envolée, me laissant seule dans cette vaste demeure familiale qui semblait soudain trop grande, trop vide, comme un musée déserté. Pourtant, je n'avais pas été vraiment seule ces dernières semaines. Ma fille Sophie, mon enfant de 42 ans, avait insisté pour qu'elle et sa famille s'installent avec moi immédiatement après les funérailles. « Papa, tu ne peux pas rester seul en ce moment », m'avait-elle dit en me serrant la main devant le caveau familial, sous la pluie battante. Ses yeux étaient humides, mais sa poigne était ferme, presque trop ferme. « On va prendre soin de toi. Tu n'as à t'inquiéter de rien. On s'occupe de tout. » Ce on incluait son mari, Julien, un homme à la poignée de main fuyante et au regard qui ne croisait jamais tout à fait le mien, un homme qui semblait toujours chercher une sortie de secours. Et ce ton incluait aussi, hélas, les parents de Julien, Victor et Diane. Je n'ai jamais fait confiance à Victor, pas une seule seconde, et ce depuis le jour où je l'ai rencontré il y a 30 ans. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder ma maison lors de la veillée funèbre qui me glaçait le sang. Il ne regardait pas les photos de famille, les souvenirs d'une vie de bonheur. Non, il évaluait la valeur des poutres, la surface du terrain, la qualité des tapisseries. Il scannait les œuvres d'art qu'Alice avait collectionnées avec tant d'amour, non pas avec admiration, mais avec l'œil froid d'un commissaire-priseur. J'avais même appris qu'il avait interrogé mon notaire sur l'état de mes affaires avant même qu'Alice ne soit mise en terre. Mais j'avais chassé cette pensée. Je m'étais dit que c'était le chagrin qui parlait, que je devenais paranoïaque, un vieil homme aigri. C'était ma fille, ma Sophie. Elle m'aimait. Elle essayait juste d'aider. Ce matin-là, le silence m'a révélé à quel point j'avais été un imbécile. Je suis sorti du lit, mes articulations craquant sous le poids de l'âge et de la tristesse. L'air était vicié, immobile. Aucune odeur de café ne flottait dans le couloir. Aucun chuchotement étouffé ne provenait de la cuisine. J'ai marché le long du couloir recouvert de tapis persans. La chambre d'amis où Sophie et Julien avaient séjourné était vide. Le lit était fait, mais pas simplement fait. Il était tiré au cordeau avec une précision militaire froide, comme pour effacer toute trace de leur passage. La grande suite d'invités, celle que Victor et Diane avaient occupée comme s'ils étaient les châtelains des lieux, était pareille, vide, propre, stérile. Ils étaient partis comme des voleurs dans la nuit. Leurs valises, leurs vêtements de créateurs, leurs fausses sympathies, tout avait disparu. J'ai marché jusqu'à la cuisine, le cœur battant d'un rythme irrégulier, et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas une lettre. C'était un simple post-it jaune, pressé fermement sur la porte en acier inoxydable du réfrigérateur américain. Ma main n'a pas tremblé lorsque je l'ai décollé. 40 ans à bâtir un empire logistique à partir de rien, à affronter des OPA hostiles, des grèves syndicales et des crises économiques m'avaient appris à contrôler mon corps, même lorsque mon monde s'effondrait. L'écriture était celle de Sophie, des boucles amples, confiantes et totalement froides. « Papa, on s'est dit que tu n'aurais plus besoin de ça. Et honnêtement, tu n'as plus toute ta tête pour gérer de telles sommes. Nous en avons plus besoin que toi. Nous gérerons ton allocation mensuelle dorénavant. N'appelle pas la police. Ne fais pas d'histoire. Si tu veux avoir des nouvelles de nous ou de tes futurs petits-enfants, tu garderas le silence. On te contactera. » J'ai lu la note 2 fois. Plus toute ta tête. Allocation. J'ai plié le petit carré de papier et je l'ai glissé dans la poche de ma robe de chambre en laine. J'ai marché jusqu'au comptoir et j'ai commencé à préparer mon café. J'ai moulu les grains moi-même, le bruit du broyeur déchirant le silence de la maison. J'ai fait bouillir l'eau. Ce rituel familier était une ancre, la seule chose qui me rattachait encore à la réalité. Ils avaient planifié cela.
Ils avaient tout chronométré parfaitement. 6 semaines. Juste assez longtemps pour que le monde me voie comme un veuf éploré, vulnérable, brisé, et peut-être juste un peu sénile. Ils avaient joué la comédie de la famille aimante tout en affûtant leurs couteaux. J'ai porté mon café dans mon bureau, la seule pièce où il n'entrait jamais. Alice l'avait toujours appelée ma forteresse. Il respectait mon intimité, ou peut-être avait-il simplement peur de ce qui se trouvait à l'intérieur, de ce que cette pièce représentait, le travail, la rigueur, l'histoire. Je me suis assis au lourd bureau en chêne massif, poli par des années de labeur. J'ai allumé le terminal. Pas un simple ordinateur portable, mais un terminal de trading sécurisé et câblé en direct. Je ne me suis pas connecté à ma boîte mail publique. Je me suis connecté à mon portail bancaire privé, celui dont l'existence même était un secret pour la plupart. J'avais mis en place un compte fiduciaire joint pour Sophie il y a des années. Un fonds d'urgence. Je l'avais appelé un cadeau. Ce n'était pas un cadeau. C'était un test. Le solde en date d'hier, 2 millions d'euros. Le solde ce matin, 450 € et 12 centimes. Un virement unique exécuté à 3h14 du matin. Destination, une banque privée à Paris, France. Compte bénéficiaire, Industrie Victor. C'était donc lui. Sophie était la main, mais Victor était le cerveau. Ils avaient utilisé l'accès de ma fille comme une clé, et Victor l'avait tourné. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était parfaitement amer, noir comme mes pensées. J'ai regardé la photographie d'Alice sur mon bureau, dans son cadre en argent. Elle me souriait, ce sourire omniscient que j'avais à la fois aimé et craint pendant 45 ans. « Tu avais raison, Alice. Tu as toujours eu raison », ai-je chuchoté à la pièce vide, ma voix se brisant légèrement. Je me suis souvenu de ces mots, quelques jours seulement avant son départ. Sa voix était fine comme du papier de soie, mais ses yeux étaient d'acier. « Henri », avait-elle chuchoté en saisissant mon poignet avec une force que je ne lui soupçonnais plus. « Fais attention. Surveille Victor. C'est un serpent. Tu sais ce qu'il nous a fait. Il ne t'a jamais pardonné le rachat. » Alice, c'était il y a 30 ans, avais-je argumenté doucement, caressant sa main décharnée. C'est la famille maintenant, à travers Sophie. Ce n'est pas la famille, avait-elle insisté, ses yeux brûlants dans les miens. C'est un opportuniste, et il apprend à notre fille à en devenir une aussi. Ne sois pas l'imbécile, Henri. Pas pour elle. Promets-moi. Protège l'héritage. Protège Antoine. Antoine, mon fils, mon aîné, le menuisier raté, comme Sophie aimait l'appeler avec mépris. Le seul qui ne m'avait jamais demandé un centime. J'avais écarté son avertissement, mettant ses paroles sur le compte des médicaments, de la douleur, de la peur de partir. J'avais tort. Mais eux aussi avaient tort sur quelque chose. Ils avaient tort de penser que j'étais sénile. Ils avaient tort de penser que j'étais pauvre. C'était mon plus grand avantage. Celui que j'avais passé 20 ans à construire. Quand j'ai vendu ma société de logistique mondiale pour un demi-milliard d'euros, je n'ai pas acheté de yacht. Je n'ai pas acheté de jet privé. J'ai emmené Alice voir les pyramides, mais nous revenions toujours dans cette maison. Je conduis une Buick vieille de 10 ans. Je porte des pulls élimés au coude. J'ai laissé Sophie et ses beaux-parents sophistiqués croire que j'étais juste un cadre moyen qui avait pris sa retraite avec une pension décente et quelques investissements modestes. Je les ai laissés, eux et leur cupidité, me sous-estimer. Et maintenant, ma fille avait utilisé cette perception pour voler 2 millions, mais elle ne savait pas ce qu'elle venait de déclencher. J'ai décroché l'autre téléphone sur mon bureau, le lourd appareil analogique sécurisé. Il n'a qu'un seul bouton de numérotation rapide. La ligne a décroché avant la fin de la première sonnerie. Maître Perrier. La voix était alerte, tranchante, professionnelle. Pierre, c'est Henri. Il y eut une pause d'une demi-seconde, le son d'un homme qui se redresse dans son fauteuil en cuir. Henri, je suppose que c'est l'heure. Ils ont mordu à l'hameçon, dis-je. Je fixais le solde de 450 € sur mon écran. Le transfert a été effectué à 3h14. Un virement vers Paris lié directement à un compte de holding d'Industrie Victor, comme nous l'avions anticipé. La voix de Pierre était plate, sans émotion. Ils sont arrogants et négligents de lier cela à sa société principale. Ils pensent que je suis un vieil imbécile sénile et endeuillé, dis-je. J'ai regardé un cardinal se poser sur la mangeoire à oiseaux à l'extérieur de ma fenêtre. Il picorait agressivement les graines. « En êtes-vous certain, Henri ?» demanda Pierre. « Une fois que c'est activé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cela brûlera leur monde entier jusqu'aux fondations. Sophie y compris. » J'ai regardé le post-it jaune dans ma main.
Astérisque n'appelle pas la police. Astérisque, elle avait raison. Je n'allais pas appeler la police. J'allais appeler quelqu'un de bien plus efficace. Alice m'avait fait promettre. Elle m'a fait promettre que je ne serais pas l'imbécile, dis-je, ma voix froide comme l'hiver. Activez le protocole Oméga immédiatement. Bien compris, dit Pierre. Je contacte Antoine. Non, le coupez-je. Laissez Antoine en dehors de ça. Il a besoin d'un déni plausible. Laissez-le continuer à penser que je suis juste son vieux père inoffensif et retraité. Il a été assez blessé par la cupidité de Sophie. Celui-ci est pour moi. Comme vous le souhaitez, Henri. Le protocole est actif. Ils vont probablement atterrir à Paris, s'enregistrer dans leur hôtel de luxe, commander du champagne. Au moment où ils se réveilleront demain, le piège se sera refermé. Je vous tiens au courant. La ligne a cliqué. J'ai fini mon café. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au porche. Les roses d'Alice pendaient tristement. Elles avaient besoin d'eau. J'ai pris l'arrosoir. J'avais du travail à faire, et j'avais environ 48 heures à attendre. 2 jours. C'est le temps qu'il fallait pour que le protocole serpente autour du globe, à travers des serveurs à Zurich et des banques de dépôt aux îles Caïmans. C'est le temps qu'il fallait pour que les mâchoires numériques se referment. Pour ces 2 jours, j'ai vécu dans une paix parfaite. Le silence de la maison n'était plus une absence. C'était un soulagement. J'ai taillé les roses d'Alice. J'ai réparé la 3e marche du porche qui grinçait. J'ai réorganisé mon atelier de menuiserie. J'ai dormi 8 heures complètes pour la première fois depuis la mort d'Alice. Je n'ai pas répondu aux 14 messages vocaux frénétiques d'Antoine. Papa, t'es où? Appelle-moi. Le téléphone de Sophie tombe direct sur messagerie. Est-ce que tout le monde va bien? Papa, je commence à m'inquiéter. S'il te plaît, envoie juste un texto. Pauvre Antoine. Il était le bon fils, le guerrier, celui qui était devenu ébéniste parce qu'il aimait la sensation du bois, pas parce qu'il était un raté. Il était le seul à avoir regardé Victor et à avoir dit « Papa, je n'aime pas ce type. Il sourit trop. » Il comprendrait bientôt. L'appel est arrivé à 15h15 le jeudi. J'étais dans le jardin en train de rempoter un nouvel hortensia. Mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec un numéro international, indicatif +33. Paris. Je l'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai essuyé la terre riche et sombre de mes mains sur mon vieux jean. J'ai posé le téléphone sur la table de patio en fer forgé, j'ai appuyé sur le bouton haut-parleur et j'ai accepté l'appel. Le premier son n'était pas un mot. C'était un cri. Un hurlement aigu, hystérique, déchiré par la panique et une rage pure, non diluée. Je te hais. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois arrêter ça maintenant. C'était Sophie. Elle sanglotait, hyperventilant. Sophie, ma chérie, c'est toi. J'ai gardé ma voix lente, calme, volontairement confuse. Mon Dieu, tu as l'air terrible. Est-ce que tout va bien? Comment est Paris? As-tu eu la chance de voir la tour Eiffel? Arrête, hurla-t-elle. N'ose même pas. Comment est Paris? Tu savais. Tu as fait ça exprès. Fais quoi, Sophie? Je suis juste un vieil homme dans son jardin. C'est toi qui es en France. C'est toi qui as 2 millions de mon argent. Ils vont nous arrêter, cria-t-elle. Je pouvais entendre d'autres voix maintenant. Diane, sa belle-mère, hurlant aussi en arrière-plan. Dis-lui d'annuler. Dis-lui que c'était un malentendu. Et puis la voix de Victor, basse et pleine de menaces, retentit sur la ligne. Henri, espèce de vieux bâtard sénile. Je vais te tuer pour ça. Tu penses que tu es malin. Tu m'as piégé. Bonjour, Victor, dis-je en m'adossant dans ma chaise en osier. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce ton de voix. Pas depuis 1995, je crois. Juste avant que tu n'essaies de liquider notre société commune dans mon dos. L'autre bout du fil devint mortellement silencieux. Même les sanglots de Sophie cessèrent. Tu es surpris que je me souvienne de ça, n'est-ce pas? Continuai-je calmement. Vous pensiez tous qu'Alice était le cerveau. Vous pensiez qu'avec sa disparition, je n'étais qu'une coquille vide et endeuillée. Vous pensiez que j'étais, quelle était l'expression? Que je n'avais plus toute ma tête. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Balbutia Sophie. Papa, de quoi tu parles? Je parle de ce que vous venez de faire, Sophie. Je parle du protocole Oméga. Oméga? C'est quoi ça? C'est un terme de mon ancienne industrie, ma chérie. Une chaîne de conflits. Tu tires sur un maillon, toute la chaîne se verrouille.
J'ai pris mon verre de limonade. Ces 2 millions dans ton fonds fiduciaire, expliquai-je comme à une enfant, ce n'était pas juste un pécule. C'était un appât. C'était une bombe de marquage numérique, tout comme celle qu'ils mettent dans les sacs des braqueurs de banque. Au moment où ce compte a été accédé et viré sans ma double autorisation, le système l'a signalé. Il l'a signalé comme une saisie d'actifs hostiles. Je pouvais entendre la respiration rapide et superficielle de Sophie. Et voici la partie amusante, dis-je. Le protocole n'a pas été conçu pour protéger simplement mon compte. Il a été conçu pour tracer et verrouiller automatiquement chaque actif associé au compte récepteur. Immédiatement. Globalement. J'entendis un verre se briser en arrière-plan. Ça veut dire, dis-je, que chaque compte bancaire, chaque carte de crédit, chaque portefeuille d'actions, chaque ligne de crédit détenue par Sophie, Julien, Diane et surtout Industrie Victor est maintenant gelée, en attente d'une enquête fédérale pour blanchiment d'argent international et fraude électronique. Fédérale. Chuchota Sophie. Non, non, l'hôtel. Ils retiennent nos passeports. Ils ont dit que la carte d'entreprise de Victor était signalée comme associée à des fonds criminels. Ils appellent là la gendarmerie. Oui, dis-je en hochant la tête pour moi-même. Ça semble correct. Essayer de payer une note d'hôtel de 20 000 € avec de l'argent volé, c'est généralement mal vu en France. Mais c'est l'argent de Victor. Il est riche. Il possède Industrie Victor. Ah, dis-je en posant mon verre. Et ça, ma chère, c'est la partie que tu vas vraiment détester. Le silence sur la ligne était absolu. Je pouvais entendre le faible bruit des sirènes de police se rapprocher dans les rues de Paris. Sophie, Industrie Victor n'a jamais appartenu à Victor. Pas depuis 30 ans. Quoi? De quoi tu parles? Sa voix était un murmure terrifié. Demande-lui, chérie. Demande à Victor s'il se souvient de l'accord de refinancement anonyme de 1995, celui qu'il était trop arrogant pour lire jusqu'au petit caractère. Demande-lui qui est le partenaire majoritaire silencieux. Les sirènes étaient fortes maintenant. Le protocole Oméga n'a pas été conçu pour protéger mes 2 millions, Sophie. Ce n'était que le déclencheur. Je me suis levé et j'ai regardé le rosier qu'Alice avait planté. Il a été conçu, Victor, pour récupérer les 50 millions d'euros d'actifs que tu gères pour moi depuis 30 ans. Les 50 millions qui m'ont toujours appartenu. Sophie émit un son, un petit gasp, le bruit d'une vie qui s'arrête. Tu devrais probablement raccrocher, dis-je doucement. On dirait que vous avez de la visite. C'est un vol très long pour revenir de France avec des menottes. Bon voyage. J'ai raccroché le téléphone. Le son des sirènes de Paris s'est estompé, remplacé par le bourdonnement tranquille d'un colibri dans les hortensias d'Alice. Pour la première fois en 6 semaines, le poids écrasant du deuil s'est levé, remplacé par quelque chose de froid, lourd et clair. La justice, ou peut-être la vengeance. Alice disait toujours que les deux n'étaient qu'une question de perspective. Je suis resté assis là, sur le porche, pendant 2 heures. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé le soleil descendre plus bas dans le ciel, teintant les nuages d'orange et de violet. Je pensais au long jeu de 30 ans que j'avais joué. Une partie d'échecs que j'avais presque oublié être encore en mouvement. Une partie où Victor, dans son arrogance, ne savait même pas qu'il n'était qu'un pion. Il pensait que j'étais le fou. Le vieil homme endeuillé et sénile. Il avait oublié qui j'étais. Il avait oublié ce qu'il avait fait. À 17 heures, une berline noire silencieuse a remonté ma longue allée de gravier. Elle n'était pas Tapac sans Graveleuil. Pierre Perrier n'était jamais Tapac sans Graveleuil. C'était un homme de 60 ans avec un costume impeccable, un esprit encore plus affûté et la loyauté d'un soldat. Il était mon conseil juridique depuis 35 ans. Il était le seul homme sur Terre, à part moi, à savoir où chaque centime était enterré. Il sortit de la voiture en portant une simple mallette en cuir fin. Il ne s'est pas pressé. Il est monté sur le porche et s'est assis dans la chaise en osier fassa. Moi. Il n'a pas présenté ses condoléances. Il n'a pas demandé comment je me sentais. C'était trop tard pour ça. Henri, dit-il. Sa voix était aussi calme que la mienne l'avait été au téléphone. Le protocole Oméga est entièrement exécuté. J'ai juste hoché la tête, attendant. Ils n'ont même pas fini leur champagne, dit Pierre, s'autorisant un très léger sourire froid. Le virement de 3h14, les 2 millions. Il a touché le compte de Paris à 9h, heure locale. Le protocole automatisé a identifié le compte récepteur, Industrie Victor, comme co-conspirateur. Selon votre conception, au moment où les fonds se sont mélangés, chaque actif lié à Industrie Victor a été gelé globalement. Gelé à quel point,
demandai-je. Solidifié, répondit Pierre. Le directeur de l'hôtel a été informé que la carte d'entreprise que Victor a utilisée pour s'enregistrer était désormais associée à une enquête fédérale active pour fraude. Ils ont refusé la carte. Quand Victor en a essayé une autre, elle a aussi été refusée. Ses comptes personnels, les comptes de Diane, ceux de Julien, tous étaient liés à la même structure d'entreprise. Ils sont, à compter de cet instant, sans le sou, continua-t-il. La gendarmerie est arrivée il y a 40 minutes. Ils ont été appréhendés dans le hall de l'hôtel alors qu'ils se disputaient avec le directeur au sujet de leur passeport. Ils sont actuellement en garde à vue à Paris, en attente d'une demande d'extradition du ministère de la Justice. 50 millions, murmurai-je en regardant les arbres. 54 700 000, pour être précis, corrigea Pierre. C'est la valeur liquide actuelle d'Industrie Victor, qui est maintenant sous lien exécutif par notre holding en attendant l'enquête pour fraude. Il pensait vraiment qu'il s'en était tiré, dis-je, surtout pour moi-même. Pierre se pencha en avant. Il était arrogant. Il a utilisé son compte d'entreprise principale pour recevoir les fonds volés. Il pensait que vous étiez un vieil imbécile gâteux qui ne remarquerait même pas que les 2 millions avaient disparu avant des semaines. Il a été négligent. Il a été négligent parce que je lui ai appris à l'être, dis-je. J'ai passé 30 ans à le faire se sentir riche, à le laisser croire qu'il était un homme qui s'était fait tout seul, un magnate. Quand un homme croit qu'il est invincible, il arrête de vérifier les petits caractères. Pierre hocha la tête. Il connaissait toute l'histoire. Il m'avait aidé à l'écrire. Il y a 30 ans, Industrie Henry n'était pas un empire d'un demi-milliard. C'était une entreprise de logistique en difficulté et j'avais un partenaire, Victor. Il était le vendeur, le visage. J'étais le stratège, les chiffres. Nous étions parfaits jusqu'à ce que je trouve la deuxième comptabilité. Il détournait des fonds depuis des années, saignant l'entreprise à blanc pour financer son train de vie somptueux et celui de Diane. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas nié. Il a juste ri. Il a dit que je n'avais pas le cran de porter plainte parce que sa femme Diane était la meilleure amie d'Alice. Il savait que je ne briserais pas le monde de ma femme juste pour de l'argent. Il avait raison. Alice, mon Alice, elle était dévastée. Elle m'a supplié de trouver un autre moyen. Ne l'envoie pas en prison, Henri, avait-elle pleuré. Ça tuera Diane. Trouve un autre moyen. Montre-lui de la clémence. Alors je l'ai fait. Je lui ai montré de la clémence. Ou plutôt, je lui ai montré ma version de la clémence. J'ai dit à Victor que je ne porterais pas plainte. Que je le rachèterais. Que je lui donnerais même un capital de départ pour lancer sa propre petite entreprise. Astérisque Industrie Victor Astérisque, l'a-t-il appelé. Il était si fier. Il pensait que j'étais un idiot au cœur tendre, facilement manipulé par sa femme. Il a signé les papiers de rachat sans son avocat. Il était trop pressé de prendre l'argent et de courir. Il n'a pas lu les petits caractères. Pierre Perrier, même alors jeune avocat brillant, avait rédigé le plus beau contrat que j'ai jamais vu. Je ne lui ai pas juste donné de l'argent de départ. J'ai structuré sa nouvelle entreprise. Pierre, dis-je en me tournant vers lui. Avez-vous toujours le document d'incorporation original, l'accord de 1995 ? Pierre ouvrit sa mallette. Il en sortit un document unique, jauni par le temps. Victor n'a jamais possédé Industrie Victor, dis-je, sentant la colère vieille de 30 ans revenir. Il possédait 10%, corrigea Pierre. En tant qu'actionnaire minoritaire. Vous avez structuré l'accord de sorte que le Astérisque Holding Omega Astérisque, une entité anonyme enregistrée au Delaware, que vous possédez entièrement, détienne 90% des droits de vote. Il pensait qu'il était le président-directeur général. En réalité, il n'était que l'employé le mieux payé de votre portefeuille pendant 30 ans. Je prononçais les mots, ils avaient un goût de cendre. Pendant 30 ans, il a construit mon entreprise. Chaque contrat qu'il a signé, chaque euro qu'il a gagné, 90 centimes m'appartenaient. Il gérait juste mes investissements. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au bord du porche. Je l'ai laissé garder sa fierté. J'ai laissé garder l'amitié de sa femme avec Alice. Je l'ai laissé bâtir son empire alors qu'il travaillait secrètement pour moi. J'étais prêt à laisser cet arrangement perdurer jusqu'à ma mort. Il serait mort riche, arrogant et ignorant. Je me suis retourné vers Pierre. Mais il est devenu avide. Il n'était pas satisfait des 50 millions que je le laissais gérer. Il a fallu qu'il s'en prenne à moi. Il a fallu qu'il exploite mon deuil. Il a fallu qu'il retourne ma propre fille contre moi. Il a fallu qu'il vole les 2 millions que j'avais mis de côté pour Sophie. Les 2 millions que j'avais gagnés pour payer ses vacances en utilisant ma fille. Ma voix tremblait. Il ne m'a pas seulement trahi à nouveau, Pierre.
Il a trahi Alice. Il a trahi sa mémoire. Il a pris la clémence qu'elle m'avait supplié de lui donner, et il a essayé de l'utiliser pour détruire sa famille. Pierre ferma sa mallette. Le clic doux des loquets résonna dans l'air calme. La clémence, Henri, dit Pierre doucement, est maintenant officiellement révoquée. Il se leva. Ils seront mis dans un avion demain. Le ministère de la Justice accélère l'extradition. Ils seront dans un centre de détention fédéral d'ici 48 heures. Il fit une pause, ajustant sa cravate. Henri, la victoire juridique est totale. Les actifs sont sécurisés. Mais le problème familial ne fait que commencer. Je savais ce qu'ils demandaient. Victor, Diane et Julien. Ce sont des criminels, dis-je. Ils feront face aux conséquences. Et Sophie ? Demanda Pierre. Je fixai les rosiers, ce calice émettant. Elle est toujours votre fille, dit Pierre, non pas comme un avocat, mais comme l'homme qui l'avait vu grandir. Cela va la détruire. C'est un choix que vous devez faire. Que voulez-vous faire ensuite ? Pierre est parti. Je suis resté assis sur le porche alors que le soleil se couchait, la berline noire disparaissant au bout de l'allée. L'air était frais. Pour la première fois, j'ai senti le frisson. J'étais victorieux. J'avais sécurisé les actifs. Le piège que j'avais tendu il y a 30 ans s'était enfin refermé, et les rats étaient pris au piège. Mais je ne ressentais aucun triomphe. Je venais de confirmer que ma fille unique, était une voleuse. J'avais confirmé que son mari et sa famille étaient des conspirateurs prêts à exploiter mon chagrin et la mort d'Alice pour me voler. J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu ma famille. Je suis resté là longtemps. Les 48 heures suivantes furent un flou logistique. Pierre gérait la tempête juridique depuis son bureau. Les papiers d'extradition étaient déposés. La justice, reconnaissant maintenant une affaire massive de fraude d'entreprise de plusieurs millions, bougeait plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Je ne répondais pas à mon téléphone. Je laissais les messages vocaux s'empiler. Ils venaient tous d'Antoine, mon fils, mon premier-né. Le premier message était frénétique. « Papa, t'es où ? Appelle-moi. Je m'inquiète. » Le quatrième était en colère. « Papa, c'est pas drôle. J'arrive. Décroche. » Le 10e était de la pure panique. « Papa, une amie de Sophie m'a appelé. Elle a dit que Sophie n'est jamais arrivée à sa conférence à Londres. Elle a disparu. J'appelle la police. » Je l'ai laissé faire. Je devais le faire. Moins il en savait, plus il était à l'abri des éclats juridiques. Le samedi après-midi, je l'ai entendu. Le bruit d'un vieux moteur qui cliquette mais qui est fiable. Un contraste saisissant avec la berline silencieuse de Pierre. Un pick-up Ford bleu marine vieux de 20 ans a remonté mon allée en rugissant et a dérapé pour s'arrêter sur le gravier. Antoine a jailli du côté conducteur. Il n'a pas juste marché vers le Porsche. Il l'a pris d'assaut. Il a 45 ans, bâti comme un homme qui travaille de ses mains. De la sueur sur son jean, de la colère dans les yeux. Il est l'incarnation physique de mon grand-père. Un homme qui croyait à la sueur, pas au tableur. Il n'a pas frappé. Il a claqué la porte moustiquaire si fort qu'elle s'est fissurée contre le cadre. « Bon sang, qu'est-ce que tu as fait, papa ?» Sa voix n'était pas juste forte. C'était un rugissement. Le genre de trahison qui mijote depuis 20 ans. Je suis resté assis dans ma chaise en osier. « Bonjour, Antoine. Je ne t'attendais pas. Tu m'étonnes que tu ne m'attendais pas. » hurla-t-il, levant les bras au ciel. « Je te laisse des messages depuis 2 jours. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je pensais que tu étais mort dans un fossé. J'étais sur le point d'appeler les gendarmes. Comme tu peux le voir, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Rien de tout ça ne va bien. » Il faisait les 100 pas sur le porche. Un animal en cage. Je viens de recevoir un appel. Un appel, papa, de Sophie, depuis une prison à Paris, en France. Il s'arrêta et pointa un doigt épais et calleux vers moi. Elle sanglotait, incohérente. Elle a dit que tu avais fait ça. Que tu l'avais piégé. Que tu avais gelé 50 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je l'ai regardé. Mon fils, le fort, le fiable, celui que j'avais ignoré. Je n'ai pas piégé Sophie, dis-je calmement. J'ai tendu un piège. Elle est tombée dedans. Un piège. Le visage d'Antoine se tordit d'incrédulité. De quoi tu parles? Un piège pourquoi? 2 millions d'euros. Elle m'a volé 2 millions d'euros. C'est ce que c'est. Elle a fait quoi? Dit-il, le souffle coupé. Elle l'a fait, dis-je.
Antoine donna un coup de pied dans l'une des colonnes du Porsche. Et c'est ta réponse? Geler 50 millions, faire arrêter ta propre fille dans un pays étranger? Tu es fou? C'est Victor, n'est-ce pas? Ce salaud a finalement eu ce qu'il voulait. Il l'a finalement tourné complètement contre toi. Oui, dis-je. C'était Victor. La colère d'Antoine s'est soudainement dégonflée, remplacée par un ressentiment profond et familier. Il s'affaissa dans la chaise face à moi, mais il s'assit au bord, toujours tendu. Je te l'avais dit, chuchota-t-il, sa voix se brisant. Je te l'avais dit, papa, le jour où elle a épousé Julien. J'ai dit que ces gens étaient du poison. J'ai vu comment Victor regardait maman, ses bijoux. J'ai vu comment Diane regardait cette maison. Je t'ai dit que c'était des parasites. Il leva les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes de frustration non versées. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu disais toujours? Je restais silencieux. Je le laissais parler. Tu projettes, Antoine. C'est ce que tu as dit. Tu es juste jaloux du succès de ta sœur, Antoine. Pourquoi ne peux-tu pas être plus solidaire, Antoine? Il se leva à nouveau, la colère revenant. Succès? Tu appelles ça du succès? Se marier dans cette famille de sangsues? Je t'ai dit qu'il la saignait à blanc. Je t'ai dit qu'il chuchotait à son oreille. Et toi et maman, vous avez continué à faire des chèques. Oh, Sophie a besoin d'une nouvelle voiture. Oh, Sophie et Julien ont besoin d'aide pour un apport. Oh, les investissements de Victor sont une valeur sûre. Il rit, un son amer, dur. Et moi? Et ma vie? J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Avec mes 2 mains. Je ne t'ai pas demandé un centime. Et tu me regardais. Tu me regardais toujours comme si j'étais le raté. L'ébéniste raté. Le fils qui a gâché son potentiel. Qui n'a pas fait de grandes écoles. Qui s'est sali les mains. Il se pencha tout près. Son visage à quelques centimètres du mien. Et maintenant, après toutes ces années, elle m'appelle depuis une prison française. Pourquoi moi, papa? Pourquoi elle appelle le raté? Il se frappa la poitrine. Parce qu'elle sait que je suis le pigeon. Je suis le fiable. Je suis le frère idiot qui va hypothéquer sa propre maison pour payer sa caution. Elle et ses beaux-parents gluants brûlent le monde entier et je suis censé arriver avec un extincteur, comme toujours. Il secoua la tête, épuisé, et se rassit finalement. Et toi, tu la laisses juste faire. Le silence s'étira entre nous. Le colibri était parti. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Chacun d'eux était vrai. J'avais été aveugle. J'avais été faible. Alice m'avait prévenu. Antoine m'avait prévenu. Je les avais ignorés tous les deux. Tout cela au nom du maintien de la paix pour une fille qui venait de cracher sur la tombe de sa mère. Finalement, j'ai parlé. Tu as raison. Antoine leva les yeux, surpris. Il s'attendait à ce que j'argumente, que je la défende. J'étais aveugle, dis-je. Ma voix était calme, mais elle portait le poids de ma honte. Ta mère. Elle a essayé de me prévenir juste à la fin. Elle m'a dit que Victor était un serpent. Elle m'a dit qu'ils avaient corrompu Sophie. Elle m'a dit de te protéger. L'expression d'Antoine s'adoucit. Il avait aimé sa mère férocement. Je n'ai pas écouté, continuai-je. Je pensais que je pouvais gérer. Je pensais que je pouvais protéger Sophie de ses propres erreurs. Je pensais que je pouvais acheter leur bonne conduite. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte de mon bureau. J'ai fini par la protéger de la réalité. Et en faisant cela, je l'ai laissé, elle et ses vautours, te manquer de respect. Je les ai laissés te traiter comme le raté. C'était mon échec, Antoine, pas le tien. Je suis désolé. Antoine me fixa simplement. En 45 ans, il ne m'avait jamais entendu m'excuser. Il ne savait pas quoi faire. Viens à l'intérieur, dis-je. Il y a quelque chose que tu dois voir. Il me suivit, confus. Je suis entré dans le bureau. La pièce sentait les vieux livres et l'huile de citron. Je marchai jusqu'à la grande bibliothèque encastrée, celle que mon propre grand-père avait construite. Je tirai sur le dos d'une copie ancienne des Astérisques misérables astérisques. Il y eut un clic discret. Une section de la bibliothèque pivota vers l'intérieur, révélant une chambre forte. La mâchoire d'Antoine tomba. Quoi? C'est quoi ce bordel? Ta mère l'appelait la forteresse, dis-je. Moi j'appelle ça l'assurance. Je suis entré dans la chambre forte. Elle était tapissée de classeurs et d'un grand coffre-fort noir ignifugé. Antoine suivit, les yeux écarquillés. Je pensais que tu étais juste un cadre retraité. Je pensais que tu avais une pension.
Je pensais que la maison était tout ce que tu avais. C'est ce que je voulais que tu penses, dis-je. C'est ce que je voulais que tout le monde pense. J'ai tourné le cadran du coffre. Une série de clics et la lourde porte s'ouvrit. Ce n'était pas plein de lingots d'or ou de liquide. C'était plein de documents, de classeurs, de portefeuilles. J'ai sorti un épais portefeuille relié en cuir. Il était lourd. Je suis retourné au bureau et je l'ai posé devant lui. Les lettres dorées en relief sur le devant disaient « Astérisque Holding Oméga Astérisque ». « Qu'est-ce que c'est » demanda Antoine, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Ça, dis-je, c'est nous. C'est la société mère. C'est l'entité qui possède 90% d'Industrie Victor. C'est l'entité qui possède les lignes maritimes à Singapour, l'immobilier à Dubaï et les brevets technologiques en Californie. C'est l'entreprise d'1 demi-milliard d'euros que j'ai bâtie après que Victor a essayé de me ruiner il y a 30 ans. » Antoine le fixa. Il ne comprenait pas. « Je ne te testais pas pour voir si tu serais un bon menuisier, fils, dis-je. Je te testais pour voir si tu serais un homme bien. Un homme qui n'était pas corrompu par l'argent qu'il pensait obtenir. Un homme qui a bâti sa propre vie, qui a trouvé de la dignité dans son propre travail, qui n'a pas attendu une aumône. » J'ouvris le portefeuille. À l'intérieur se trouvaient les accords de transfert d'entreprise. Ta sœur, elle pensait que j'étais un imbécile à dépouiller. Victor pensait que j'étais un fantôme à voler. J'ai pris un stylo sur mon bureau. Toi, tu pensais juste que j'étais ton père. J'ai signé le document de transfert, celui que Pierre avait rédigé il y a 10 ans. 50% du holding Oméga. C'est à toi. Bienvenue au conseil d'administration. J'ai poussé le portefeuille à travers le bureau. Antoine ne bougea pas. Il fixa la signature. Il fixa la charte de l'entreprise. Il ouvrit lentement la première page, regarda le résumé des actifs, la suite de 0. Il leva les yeux vers moi. Son visage était pâle. 50%, balbutia-t-il. Papa, yeah. Ne me remercie pas. Je le coupai, ma voix devenant d'acier. Je ne te fais pas un cadeau. Je te donne un travail. Ta sœur et sa belle famille sont extradés vers ici. Ils arrivent demain. J'ai fermé le coffre. Le bruit sourd du pêne se verrouillant résonna dans le bureau. J'ai besoin que tu m'aides à nettoyer ce gâchis. Antoine resta là un long moment. Il regarda le portefeuille. Il me regarda. Il regarda ses propres mains, calleuses et tachées de vernis à bois. Puis il fit quelque chose que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Il se redressa. Il n'était plus le menuisier raté. Il était mon fils. Il ferma le portefeuille d'un claquement décisif. D'accord, dit-il. Sa voix était différente, plus profonde, plus stable. On fait quoi en premier? Je m'autorisai un petit sourire. D'abord, dis-je en mettant ma veste. On va à la prison et on finit ça. Antoine nous a conduits au centre de détention fédérale. Il ne conduisait pas son vieux pick-up. Il conduisait la berline noire que Pierre avait laissée pour lui. Il semblait raide dans le costume que Pierre avait aussi fourni. Il digérait encore le fait que son compte en banque, son vrai compte, avait maintenant 9 zéros. Il était silencieux sur le trajet. Je l'étais aussi. « Tu es sûr de ça, papa » demanda-t-il finalement, ses mains serrant le volant. « Les voir après tout ça. »« Oui, dis-je. Ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. » Il hocha juste la tête. « La nouvelle équipe de sécurité nous retrouve là-bas. Pierre a tout organisé. » Bien. La prison n'était pas une vieille forteresse de pierre. C'était une tour moderne de verre et d'acier, stérile, froide, sentant l'eau de javel et le désespoir. Nous sommes passés par la sécurité, détecteur de métaux, contrôle d'identité, lourde porte qui bourdonnait et claquait, se verrouillant derrière nous avec une finalité terrifiante. C'était le monde que Victor et Diane habitaient maintenant, un monde sans chaussures en cuir italien et sans note de frais. On nous a conduits dans une petite salle d'interrogatoire privée. Une table nue, 4 chaises, un miroir sans teint. Nous nous sommes assis. Les chaises étaient en plastique dur, boulonnées au sol. Antoine avait l'air mal à l'aise dans son costume. J'ai l'impression d'être dans un film. Nous y sommes tous, fiston, dis-je. Nous ne savions juste pas que c'était moi qui le réalisais. Nous avons attendu 10 minutes. Le silence était épais. Puis la porte a bourdonné. Un garde les a fait entrer. Je m'étais préparé. Je pensais être prêt. Mais les voir, c'était quand même un choc. Ils portaient des combinaisons orange mal ajustées. La coiffure parfaite de Diane avait disparu. Ses cheveux étaient gris et plats, attachés en une queue de cheval filasse.
Son visage était pâle et bouffi par les pleurs. Les diamants avaient disparu. Victor. Il ressemblait à un homme brisé. L'arrogance avait disparu, remplacée par un tic à l'œil gauche. Il avait une barbe de 2 jours. Ses mains étaient menottées devant lui. Il ressemblait pour la première fois de sa vie exactement à ce qu'il était, un criminel ordinaire. Quand Victor m'a vu, ses yeux se sont écarquillés, pas de remords, mais de rage. « Toi » siffla-t-il, se jetant en avant que le garde ne le repousse sur une chaise. « Tu as fait ça, Henri. Tu m'as piégé, vieux. »« Victor, la ferme !» hurla Diane, s'effondrant sur sa propre chaise. Elle me regardait, mais ses yeux étaient désespérés. « Henri. Oh, Dieu merci. Henri, tu dois arrêter ça. Tu dois leur dire que c'est une erreur. » Antoine restait assis à côté de moi, silencieux. Il croisa les bras, ses muscles de menuisier tendant le tissu de son costume neuf. Il était une montagne de jugements silencieux. « Une erreur, Diane ?» demandai-je. Ma voix était calme. « Oui. Oui, c'était Sophie » cria-t-elle, se penchant en avant. Les chaînes de ses menottes cliquetèrent contre la table en métal. C'était tout Sophie. Elle nous a menti. Elle nous a dit que tu perdais la tête. Que tu n'allais pas bien depuis Alice, depuis sa mort. Victor comprit. La rage disparut, remplacée par une supplique visqueuse et pathétique. « Elle a raison, Henri, » dit-il, essayant de paraître raisonnable. « Nous étions inquiets pour toi. Sophie est venue nous voir. Elle a dit que tu étais confus. Elle a dit qu'Antoine profitait de toi pour déplacer de l'argent pendant que tu étais en deuil. Elle a dit qu'elle avait besoin de protéger les actifs de la famille pour te protéger toi. Je l'ai fixé. Les 2 personnes qui s'étaient assises dans ma maison avaient mangé ma nourriture, bu mon vin, tout en complotant pour utiliser ma fille pour me voler. Et maintenant, au premier signe de conséquence, il l'a jetée au loup pour se sauver eux-mêmes. C'était exactement ce qu'Alice avait dit qu'il ferait. « Me protéger ?» demandai-je. « Oui » sanglota Diane. « Nous essayions juste d'aider. Nous pensions sécuriser l'argent pour toi. Sophie a dit qu'elle le mettrait sur un compte sûr où Antoine ne pourrait pas l'atteindre. Nous aidions juste notre belle-fille à aider son pauvre père malade. Nous ne savions pas pour le gel. Nous ne savions pas pour un oméga. Quoi que ce soit, nous sommes innocents, Henri. Nous sommes des victimes tout comme toi. » Antoine laissa échapper un rire bref et dur. Ça ressemblait à un aboiement. « Des victimes » dit Antoine, parlant pour la première fois. Sa voix était basse et dangereuse. « Vous l'aidiez en volant en première classe pour Paris? Vous protégiez ses actifs en réservant une suite à 10 000 € la nuit au Georges V? Vous sécurisiez son argent en le dépensant chez Chanel. » Victor et Diane reculèrent. Ils ne s'étaient pas attendus à ce qu'Antoine soit là. Ils ne s'étaient vraiment pas attendus à ce qu'il soit informé. « Antoine, fiston, » balbutia Victor. « Tu ne comprends pas. C'est des trucs d'adultes. C'est de la finance d'entreprise. C'était un simple transfert. »« Vous avez volé 2 millions, » dit Antoine. « Vous avez utilisé ma sœur pour le faire. Et maintenant vous êtes assis là dans des combinaisons oranges à essayer de tout lui mettre sur le dos. Vous êtes pathétique. »« Comment oses-tu » hurla Diane. « Nous sommes tes aînés. Nous sommes les parents de Julien. Nous. »« Vous êtes des voleurs, » dis-je. Ma voix coupa à travers son hystérie. La pièce redevint silencieuse. Je regardai Victor. « Tu étais inquiet pour les actifs de la famille, Victor. C'est ce que tu as dit. »« Oui, » dit-il, hochant la tête avec empressement. « L'entreprise, mon argent. Tu ne peux pas les laisser prendre mon entreprise, Henri. C'est ma vie. »« Ton entreprise ?» répétai-je lentement. « Industrie Victor. Les 54 millions. L'entreprise que tu as bâtie à partir de rien. »« Oui, » dit-il, une lueur de son ancienne arrogance revenant. « Je l'ai bâtie. Ils ne peuvent pas me la prendre. Tu dois leur dire. Dis-leur que c'est séparé de l'erreur de Sophie. »« Le problème, Victor, dis-je, c'est qu'ils peuvent la prendre et je ne peux pas les arrêter parce que ça n'a jamais été ton entreprise pour commencer. » Victor me fixa. Le tic dans son œil devint plus prononcé. « Quoi? De quoi tu parles? Bien sûr que c'est mon entreprise. Je l'ai fondée. »« Non, » dis-je. « Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait. » Je regardai Antoine. Il fouilla dans le portefeuille en cuir qu'il portait. Il sortit le document, l'accord de 1995. Il le fit glisser sur la table. Victor le regarda, confus.
Qu'est-ce que c'est? C'est le rachat. C'est l'argent de départ que tu m'as donné. Je ne t'ai jamais donné d'argent de départ, Victor. J'ai dit que je structurais ta dette. Tu étais trop arrogant pour lire les petits caractères. Tu étais juste si heureux de t'en sortir après m'avoir volé la première fois. Tu n'as pas pris la peine de demander quelles étaient les conditions de ma clémence. Antoine se pencha en avant. Il pointa une ligne sur le document. Tu devrais lire ça, Victor, dit Antoine. Section 4, sous-section B, actionnaire majoritaire. Les yeux de Victor scannèrent la page. Son visage devint livide. Je ne comprends pas, chuchota Diane en regardant le document. C'est quoi Holding Omega? Holding Omega, dis-je, c'est moi. C'est la société mère que j'ai fondée au Delaware après avoir découvert que cet homme, je pointais Victor, me volait aveuglément depuis 3 ans. Je me penchai, ma voix baissant. Quand Alice m'a supplié de te montrer de la clémence, je l'ai fait. Je ne t'ai pas envoyé en prison. Je t'ai donné un travail. Tu possédais 10% d'Industrie Victor, Victor. Juste assez pour te donner un titre. Juste assez pour te faire sentir comme un patron. Mais les autres 90%, l'intérêt de contrôle, appartiennent à Holding Omega depuis 30 ans. Victor secouait la tête. Non. Non, c'est illégal. C'est parfaitement légal, dit la voix de Pierre. Il était entré dans la pièce silencieusement, se tenant près de la porte avec les gardes. Ça s'appelle une participation majoritaire anonyme. Vous étiez le président, Victor. Mais vous étiez un employé. Vous gériez les actifs de mon client. Vous bâtissiez son entreprise. Vous ne le saviez juste pas. Victor me regarda. Le poids écrasant de la déception de 30 ans s'abattait sur lui. Ma maison, chuchota-t-il. Propriété de l'entreprise, dit Pierre, détenue en fiducie par Omega. Ma voiture. Bail d'entreprise. Mon salaire, mes bonus. Étaient payés par toi, dis-je, par moi. Tu étais l'employé le mieux payé que j'ai jamais eu, Victor. Tu m'as fait gagner une fortune. Tu viens de passer 30 ans à bâtir un empire pour le seul homme que tu détestes le plus au monde. Et je me contentais de te laisser vivre ton fantasme. Je me contentais de te laisser mourir riche, ignorant et arrogant jusqu'à la fin. Je l'ai fait pour Alice. J'ai maintenu la paix. Je me levai. Mais ensuite tu es devenu avide. Tu n'étais pas satisfait des 50 millions que je te laissais jouer. Il fallait que tu viennes en chercher plus. Il fallait que tu exploites mon deuil. Il fallait que tu utilises ma fille. Il fallait que tu voles mon argent personnel. Je me penchai jusqu'à ce que mon visage soit à quelques centimètres du sien. Tu n'as pas juste rompu notre accord, Victor. Tu as trahi la mémoire de ma femme. Et en faisant cela, tu as annulé la seule protection que tu aies jamais eue. Victor émit un son guttural profond du fond de sa gorge. Il fixa le document. Il regarda les barreaux à la fenêtre. Il me regarda. Sa vie entière, son succès, son statut, l'arrogance qui le définissait. Tout n'était qu'un mensonge, une cage soigneusement construite que j'avais bâtie autour de lui. Il n'était pas un magnate. Il était un gestionnaire. Il n'était pas riche. Il était autorisé à être riche. Il ne tomba pas. Il se brisa simplement. Il s'affaissa en avant, ses mains menottées frappant la table. Il commença à rire. Ce n'était pas un rire normal. C'était le son d'un esprit qui craque. Un gloussement aigu, hystérique qui résonnait contre les murs de parpaing. Il me pointa du doigt, riant et pleurant en même temps. Il m'a eu. 30 ans. 30 ans. Diane ne riait pas. Elle hurla. Non, tu ne peux pas. C'est notre argent. Nous l'avons gagné. Tu ne peux pas le prendre. Je ne prends rien, Diane, dis-je en marchant vers la porte. Je ne fais que récupérer ce qui a toujours été à moi. Je regardai Victor d'une dernière fois. Il riait toujours, la tête sur la table. Au fait, Victor, dis-je. Il leva les yeux, ses yeux fous. Tu es viré. Antoine et moi sommes sortis. Pierre suivit, fermant la porte sur le son des cris de Diane et du rire terrible des brisés de Victor. J'ai laissé Antoine dans la salle d'attente. Il avait fait sa part. La partie suivante, c'était la mienne. Le garde m'a conduit dans une pièce différente, plus petite, plus froide, pas de miroir sans teint, juste une table en métal gris et 2 chaises boulonnées au sol. Le tout éclairé par un seul néon fluorescent clignotant qui bourdonnait au-dessus. Je me suis assis et j'ai attendu. La porte a bourdonné à nouveau, un son de grincement dur. Sophie a été amenée.
Elle n'était pas menottée comme Victor et Diane. Elle était considérée comme à faible risque, un témoin. Pour l'instant, elle était une épave. La combinaison orange semblait l'avaler. Ses cheveux blonds coûteux, habituellement parfaitement coiffés, étaient gras et emmêlés. Ses yeux étaient rouges et gonflés, presque fermés par ce qui semblait être des jours de pleurs incessants. Ce n'était pas ma fille. C'était un fantôme. Elle traîna les pieds jusqu'à la chaise et s'assit, la tête baissée. Elle fixait juste ses propres mains, les tordant nerveusement sur la table en métal froid. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Le silence dans cette pièce était plus lourd que le silence dans ma maison vide. C'était le son d'une vie qui venait d'exploser. « Papa » chuchota-t-elle finalement. Sa voix était partie, juste un râpeux sec et brisé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. « Papa, s'il te plaît, dis quelque chose. » Elle supplia, sa voix se brisant. « Crie-moi dessus. Hurle-moi dessus. N'importe quoi. S'il te plaît, dis juste quelque chose. » Je n'ai rien dit. Elle commença à sangloter. Pas les cris hystériques et colériques que j'avais entendus au téléphone depuis Paris. C'étaient les sanglots calmes et désespérés de quelqu'un qui n'a plus rien, plus de cartes à jouer, plus de levier. Le son de la défaite absolue. « Je suis désolé » étouffa-t-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. « Je suis tellement, tellement désolé, papa. »« Désolé pourquoi, Sophie ?» demandai-je finalement. Ma voix était plate, sans émotion. Désolé de m'avoir volé 2 millions. Désolé de m'avoir menti pendant 6 semaines pendant que tu complotais avec eux. Dans ma propre maison. Désolé de t'être rangé du côté de l'homme qui a essayé de détruire ta mère et moi il y a 30 ans. Tu vas devoir être plus précise. Je suis désolé pour tout ça, pleura-t-elle, levant enfin les yeux vers moi. Son visage était un masque de larmes et de honte. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas. Tu aurais pu ne pas me voler, suggérai-je, ma voix coupant à travers ses excuses. Ce n'était pas comme ça, insista-t-elle, sa voix montant. Ils m'ont embrouillé. Ils m'ont dit. Ils t'ont dit quoi, Sophie? Quel mensonge t'ont-ils vendu qui était si convaincant que tu trahirais ton propre père, la mémoire de ta mère? C'était ça, le moment de vérité. Ils ont dit que tu étais malade, chuchota-t-elle, regardant à nouveau la table. Ils ont dit que tu perdais la tête. Que la mort de maman, ça t'avait brisé. Je fixais juste. Diane, elle s'asseyait avec moi tous les soirs dans la cuisine. Elle me tenait la main. Elle disait, « Ton père est vulnérable, Sophie. Il n'est plus l'homme qu'il était. » Elle disait qu'Antoine profitait de toi. Je sentis mon sang se glacer. Antoine. Oui, dit-elle, s'accrochant à l'excuse. Ils ont dit qu'il déplaçait de l'argent, qu'il rencontrait des avocats, qu'il essayait de te faire déclarer incompétent pour pouvoir prendre le contrôle de tout, disait-il. Ils ont dit qu'il essayait de m'évincer, de prendre mon héritage. La brillance diabolique pure de la chose. Ils avaient pris leur propre plan tordu et l'avaient projeté sur mon fils, sur Antoine, la seule personne qui ne m'avait jamais rien demandé. Et tu les as crus, dis-je. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Je ne savais pas quoi croire, hurla-t-elle, défensive. Tu étais différent après la mort de maman. Tu étais distant. Tu étais enfermé dans ton bureau. Tu ne parlais à personne. Tu avais l'air confus. Tu avais l'air brisé. Et eux, ils étaient si solidaires. Victor, il disait, « Nous sommes une famille maintenant, Sophie. Nous devons protéger les nôtres. » Il disait qu'on devait agir vite pour protéger l'héritage familial. Donc protéger l'héritage, dis-je, ma voix comme de la glace, impliquait un virement secret vers une banque à Paris. C'était leur idée, sanglota-t-elle. Victor a dit que c'était le seul moyen de déplacer l'argent vers son compte d'entreprise où il a dit qu'il serait en sécurité, où Antoine ne pourrait pas le toucher. Il a dit qu'il le gérerait pour toi. Il a dit que c'était juste un mouvement technique pour te protéger de ton propre fils. J'ai regardé ma fille éduquée de 42 ans. Et tu as cru ça. Tu as cru que protéger mon argent signifiait le voler au milieu de la nuit et fuir le pays. Yeah. Elle faiblit. Le mensonge s'effondrait sous son propre poids. Non, chuchota-t-elle finalement. Je savais que c'était mal, mais j'étais juste si fatigué. J'étais fatigué d'être la pauvre. Et voilà. La vraie vérité. Pauvre? Demandai-je. Sophie, je t'ai donné une belle vie. Tu m'as donné une vie simple, riposta-t-elle, sa voix montant soudainement avec une nouvelle énergie amère.
Tu m'as donné des leçons et des corvées et des conférences ennuyeuses sans fin sur le travail acharné et la valeur. Tu as donné une entreprise à Antoine. J'ai donné à Antoine un prêt pour un camion d'occasion et un jeu de scie. La corrigé jeu, ma voix dure. Il a bâti le reste lui-même avec ses propres mains. Ça ne compte pas. Il avait quelque chose à lui. J'avais Julien. Et les parents de Julien, ils me respectaient. Ils voyaient mon potentiel. Ils me disaient que je méritais mieux. Ils me disaient que j'étais intelligente, que j'étais gâchée dans cette petite vie. Victor, il m'a offert un travail. Un vrai travail. Vice-présidente du marketing. Il a dit que j'avais une vision. Vice-présidente, dis-je platement. Et quelle vision cela nécessitait-il? Identifier quel père endeuillé volait en premier. Je voulais juste qu'il me respecte, cria-t-elle, la fausse colère s'effondrant à nouveau en désespoir. Je voulais juste appartenir à quelque part, et ils m'ont fait sentir que j'appartenais, que j'étais l'une des leurs. Victor a dit que c'était ma chance, ma seule chance de prouver ma loyauté envers ma nouvelle famille en détruisant ton ancienne. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle mit juste sa tête dans ses mains et pleura. Je la laissai pleurer. Je la laissai s'asseoir dans la pièce froide et stérile et sentir tout le poids de son choix. Elle les avait choisis. Elle avait choisi les paillettes. Elle avait choisi les faux titres, les promesses vides, l'argent facile. Elle avait choisi les gens qui lui disaient qu'elle était spéciale, plutôt que la famille qui lui montrait qu'elle était aimée. Je suis désolée, chuchota-t-elle encore, sa voix étouffée. Papa, s'il te plaît, je vais rendre l'argent. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, ne les laisse pas me garder ici. Julien ne savait même pas. Il a juste fait ce que son père lui a dit de faire. Il est faible, mais il n'est pas méchant. Arrête, dis-je. Ma voix était calme, mais elle coupa ses sanglots comme un scalpel de chirurgien. Elle devint instantanément silencieuse. Elle leva les yeux, ses yeux écarquillés d'un nouveau type de peur. Arrête de parler. Arrête de mentir. Arrête de lui trouver des excuses. Et arrête de t'en trouver pour toi-même. Je me penchai en avant sur la table en métal, posant mes bras sur la surface froide. Tu n'es pas désolée, Sophie. Tu es prise. Il y a une très grande différence. Non, papa. Tu es prise, répétai-je plus fermement cette fois. Si le protocole Oméga ne s'était pas activé, tu serais dans une suite pentouse au Ritz en ce moment même. Tu boirais du champagne à 1000 € et tu rirais avec Victor de la stupidité de ton vieux père sénile. Tu ne m'appellerais pas. Tu ne pleurerais pas. Tu serais en train de faire du shopping sur les Champs-Élysées avec mon argent. Elle ne pouvait pas croiser mon regard parce qu'elle savait que c'était la vérité absolue. Tu n'es pas une victime ici, Sophie. Tu es une co-conspiratrice. Tu as fait un choix. Tu as signé les formulaires de virement. Tu as écrit cette note pathétique. Tu m'as menti pendant des semaines. Tu as trahi la mémoire de ta mère. Et tu l'as fait pour une nouvelle voiture et un titre ronflant. Alors quoi maintenant? Chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Tu vas juste me laisser pourrir ici. J'étudiai son visage. Ma fille, ma plus grande joie et mon échec le plus profond. Ça, dis-je lentement, dépend entièrement de toi. Elle leva les yeux, une petite étincelle d'espoir désespéré vacillant dans ses yeux gonflés. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Victor et Diane, dis-je, vont en prison pour très, très longtemps. Ce qui s'est passé à Paris, ce n'était que le déclencheur. Les charges contre eux remontent à 30 ans. Fraude bancaire, détournement de fonds, complot. Ils ne sortiront jamais. Et Julien? Chuchota-t-elle. Il obtiendra probablement une peine plus légère, dis-je. Il est faible, tout comme tu l'as dit. Il plaidera coupable et témoignera contre ses parents en échange de 5 à 10 ans. Et moi. C'était ça, le moment. Toi, dis-je, tu es le joker. Pierre, mon avocat, a déjà parlé avec le procureur. Il te voit de deux manières, Sophie. Soit tu es le témoin vedette, soit tu es la complice principale. Complice? Halta-t-elle. Mais je t'ai dit qu'il m'avait manipulé. Je suis une victime. Essaie de dire ça à un jury, dis-je froidement. Tu es ma fille. Tu avais l'accès. Tu as signé les formulaires. Tu as écrit la note. Tu as fui le pays avec eux. Pour la loi, tu n'as pas été manipulé. Tu étais l'initié qui a rendu toute la chose possible. Ils risquent 20 ans, Sophie, et tu les risques juste à côté d'eux. La couleur quitta son visage. 20 ans. Mais j'ai dit,
J'ai dit à Pierre de leur proposer un marché. Parce qu'Alice, ta mère, elle aurait voulu que je te donne une dernière chance. Un marché? Quel marché? Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, dit-elle, s'accrochant à la table. Je me reculai. C'est simple. Tu vas monter à la barre en audience publique. Tu vas dire toute la vérité. Tu ne protégeras pas Julien. Tu ne protégeras pas Victor. Tu ne protégeras pas Diane. Tu diras au jury exactement ce qu'ils ont planifié, exactement ce qu'ils ont dit sur ma sénilité, exactement ce qu'ils ont dit sur le vol d'Antoine, et exactement comment ils t'ont convaincu de voler ton propre père. Tu vas les réduire en cendres. Tu vas les détruire publiquement et légalement, sans pitié. Et si je le fais, chuchota-t-elle. Si tu le fais, dis-je, j'utiliserai toutes les ressources dont je dispose pour m'assurer que le procureur recommande une peine avec sursis, pas de prison ferme, une probation, des travaux d'intérêt général. Tu auras un casier judiciaire pour le restant de ta vie, mais tu seras libre. Oh, merci, papa. Merci, pleura-t-elle, le soulagement inondant son visage. Oui, je le ferai. Je ferai tout ce que tu veux. Je n'ai pas fini, dis-je. Son sourire se figea. Ça, c'est le marché pour ta liberté. Ce n'est pas le marché pour moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu as un choix à faire, Sophie, dis-je en me levant. Le garde à l'extérieur de la porte me vit bouger. Le buzzer retentit. Mon temps était écoulé. Tu peux témoigner, obtenir ta peine avec sursis et je ne te parlerai plus jamais. Tu seras libre, mais tu seras déshérité. Tu n'auras plus de père. Tu n'auras plus de famille. Tu seras seul pour toujours. Ou, chuchota-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. Ou, dis-je, tu fais exactement ce que je dis. Tu témoignes. Tu dis la vérité. Et après ça, tu rentres à la maison. Pas comme ma fille. Pas comme une héritière. Tu rentres à la maison pour travailler. Tu rentres à la maison pour regagner les 2 millions que tu as volés, 1 euro à la fois. Tu rentres à la maison pour regagner ton nom. Tu rentres à la maison pour me regagner. Travailler comment? Où? C'est mon choix, pas le tien. Le garde ouvrit la porte et me fit signe de partir. Je marquai une pause dans l'embrasure. Alors, tu as le choix, Sophie. La prison ou la pénitence? Papa, attends. S'il te plaît. Tu as 24 heures pour décider, dis-je sans me retourner. Pierre sera là demain matin avec l'accord. Choisis sagement. Je suis sorti de la pièce. Je l'ai laissé assise seule dans la pièce grise et froide, face à un choix impossible. La famille qui venait de l'utiliser et de la trahir, ou le père qu'elle venait de voler. Dans les deux cas, la vie qu'elle connaissait était terminée. Le procès a été fixé 3 mois plus tard. 3 mois de préparation. 3 mois avec Pierre Perrier et son équipe d'assassins juridiques creusant dans chaque recoin de la vie de Victor. 3 mois avec Antoine prenant son nouveau rôle de copropriétaire du holding Omega avec un sérieux terrifiant. Et 3 mois de silence de la part de Sophie. Elle avait accepté le marché. Elle était en liberté sous caution, vivant dans un petit appartement approuvé par le tribunal. Son passeport rendu. Son mari Julien était dans un centre de détention séparé. Il avait déjà craqué, acceptant de témoigner contre ses propres parents en échange d'une peine plus légère. Il était faible, exactement comme Sophie l'avait dit. Victor et Diane, cependant, n'étaient pas faibles. Ils étaient méprisants. Ils avaient engagé un requin nommé Maître Dupont, un avocat de la défense très cher connu pour retourner les jurys contre des victimes sympathiques. Je connaissais sa stratégie avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il n'allait pas défendre leurs actions. Il allait attaquer les miennes. Le jour du procès, le tribunal était un cirque. Des camions de médias étaient garés tout le long du pâté de maison. C'était la plus grosse affaire de fraude d'entreprise que Paris avait vue depuis une décennie. Je me suis assis au premier rang, directement derrière la table de l'accusation. Antoine s'est assis à côté de moi. Il ne portait pas son jean de menuisier. Il portait un costume simple, sombre et parfaitement taillé. Il ne ressemblait pas à un menuisier. Il ressemblait à mon fils. Il ressemblait à mon partenaire. La porte latérale a bourdonné et ils ont été amenés. Victor et Diane. Ils n'étaient plus en combinaison orange. Ils étaient en costume de pouvoir. La coiffure de Diane était parfaite. Victor avait l'air reposé, confiant. Il a souri au jury en s'asseyant. Il ressemblait aux victimes, les chefs d'entreprise respectés qui avaient été accusés à tort par un vieil homme endeuillé et vindicatif. C'était le jeu. Pierre Perrier, agissant en tant qu'avocat principal pour le holding Omega aux côtés du procureur adjoint,
s'est levé. Ce n'était pas un homme de spectacle. C'était un bourreau. Il a exposé l'affaire avec une précision chirurgicale. Il n'a pas commencé avec les 2 millions. Il a commencé il y a 30 ans. Il a exposé le premier détournement de fonds, la deuxième comptabilité, la trahison, et ensuite il a exposé ma clémence. La salle d'audience a murmuré lorsque Pierre a expliqué l'accord de 1995. Lorsqu'il a expliqué qu'Industrie Victor, une entreprise de 54 millions, était et avait toujours été détenue à 90% par une holding anonyme. Il a expliqué comment cette holding, Omega, m'appartenait. L'avocat de Victor, Dupont, était pratiquement hilar. Il souriait. C'était exactement ce qu'il voulait. Quand ce fut son tour, Dupont se leva. Il était tout charme. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix douce comme de la soie. L'accusation veut peindre le tableau d'une prise de contrôle d'entreprise intelligente. Ce que je vais vous montrer, c'est l'histoire d'un homme amer, vindicatif et obscènement riche. Un homme qui a gardé une rancune de 30 ans. Un homme qui a attendu comme une araignée le moment parfait pour détruire son rival. Il pointe à Victor. Cet homme, Victor, a fait une erreur il y a 30 ans. Et pour cela, Henri, le partenaire de mon client, ne lui a pas simplement pardonné. Il l'a asservi. Il l'a transformé en marionnette d'entreprise. Il l'a laissé croire qu'il était PDG tout en tenant les ficelles. Le jury écoutait. Et ensuite, tonna Dupont, quand sa propre femme est décédée, cet homme endeuillé a vu sa chance. Il a vu sa fille Sophie dans la douleur. Il a vu sa famille essayer d'aider. Et il a utilisé sa vulnérabilité. Il n'a pas juste tendu un piège. Il l'a appâté. Il l'a appâté avec sa propre fille. Le lendemain, j'ai été appelé à la barre. Dupont était implacable. Il me tournait autour comme un requin. « Monsieur Henri, vous êtes un homme d'une richesse considérable, n'est-ce pas ?»« Je suis à l'aise, » répondis-je. « À l'aise ? Vous possédez une société d'un demi-milliard d'euros. Je dirais que c'est plus qu'à l'aise. Une société que vous avez réussi à cacher à vos propres enfants toute leur vie. Est-ce exact ? Je leur ai offert une vie libre des fardeaux de ce genre de richesse. » Fardeau. Dupont rit. Vous appelez ça un fardeau. J'appelle ça du contrôle. Vous avez aimé le jeu, n'est-ce pas? Le pouvoir de regarder vos enfants n'avoir aucune idée que leur père était l'un des hommes les plus riches de l'État. Objection, dit le procureur. Spéculation. Retenue. Venez en au fait, maître Dupont. Le fait, dit Dupont, c'est que vous détestiez Victor. Vous détestiez qu'il soit un bon beau-père pour votre fille. Vous détestiez qu'elle l'aime. Objection. Le fait, hurla Dupont, c'est que vous n'avez pas activé ce protocole Oméga pour arrêter une fraude. Vous l'avez activé comme un acte de vengeance. Victor a utilisé ma fille, dis-je d'une voix froide, pour me voler 2 millions d'euros. Le protocole a fonctionné exactement comme il a été conçu. 2 millions pour vous, monsieur. C'est une erreur d'arrondi. C'est un pourboire. Vous ne vous souciez pas de l'argent. Vous vous souciez de régler un compte. Et vous étiez prêt à sacrifier votre propre fille pour le faire. Vous l'avez laissé marcher droit dans votre piège. Vous l'avez laissé se faire arrêter dans un pays étranger. Tout ça pour l'atteindre lui. Il pointe à Victor. Dites-moi, monsieur Henri, quel genre de père fait ça? Je pouvais sentir le jury me regarder. Il ne voyait pas une victime. Il voyait un monstre froid et calculateur. J'ai regardé Antoine. Il était calme. Il faisait confiance au plan. J'ai regardé Dupont. J'ai fait ce que j'avais à faire pour arrêter un crime. Plus de questions, dit Dupont en me congédiant d'un geste. Je suis retourné à ma place. Le piège était tendu. Maintenant, tout reposait sur Sophie. Le lendemain, elle a été appelée à la barre. Elle est entrée en tremblant. Elle avait l'air petite dans le box des témoins. Elle ne me regardait pas. Elle ne regardait pas Victor et Diane. Elle fixait ses propres mains serrées si fort. Ses jointures étaient blanches. La procureure était douce. Mademoiselle Sophie, s'il vous plaît, dites à la cour avec vos propres mots ce qui s'est passé le matin où vous avez quitté la maison de votre père. Sophie prit une respiration tremblante. Yeah. Elle regarda le jury. C'était un malentendu. Je protégeais mon père. Mon cœur s'arrêta. Elle allait mentir. Après tout ça, elle les choisissait d'eux. Je pouvais voir Victor et Diane à la table de la défense. Ils souriaient, ce sourire fier et possessif. Ils la possédaient encore. La procureure ne sia pas le protéger environ 2 millions de son argent vers un compte bancaire à Paris, un compte détenu par Industrie Victor.
Mon père, il n'allait pas bien, chuchota Sophie. Il était en deuil. Il était confus. Nous étions inquiets. Nous étions inquiets. Antoine, mon frère, il essayait de profiter de lui. Dupont, l'avocat de la défense, bondit sur ses pieds. Objection, votre honneur. Le propre témoin de l'accusation soutient toute notre affaire. Elle admet que son père était incompétent. Asseyez-vous, maître Dupont. Le juge dit, laissez-la finir. S'il vous plaît continuez, mademoiselle Sophie. La procureure s'approcha. Vous étiez inquiète pour Antoine. Qui vous a dit d'être inquiète pour Antoine? Diane l'a fait. Sophie jeta un coup d'œil à sa belle-mère. Elle a été comme une seconde mère pour moi. Et qui vous a dit de virer l'argent sur le compte de Victor? Qui vous a dit que c'était sûr? Victor l'a fait, chuchota-t-elle. Il a dit que c'était juste un mouvement technique pour protéger l'héritage, pour le garder à l'abri d'Antoine. Et la note, mademoiselle Sophie, la note que vous avez laissée sur le réfrigérateur, celle qui disait que votre père n'avait pas toute sa tête. La voix de Sophie se brisait. Victor me l'a dictée. Il a dit que c'était pour une protection juridique, pour prouver que nous agissions dans le meilleur intérêt de mon père. La salle d'audience était absolument silencieuse. Le sourire de Victor avait disparu. Le visage de Diane s'était transformé en pierre. Donc, dit la procureure, sa voix douce mais tranchante. Victor vous a dit que votre père était sénile. Il vous a dit que votre frère était un voleur. Et il vous a dit de voler 2 millions, et vous l'avez juste fait. J'essayais d'aider, pleura Sophie. En lui mentant, en le volant. Je ne savais pas quoi faire d'autre. La procureure fit une pause. Elle laissa les mots de Sophie flotter dans l'air. Puis elle dit, mademoiselle Sophie, regardez votre père. Lentement, avec hésitation, Sophie tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent les miens. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air triste. Je la regardais juste. Je soutins son regard. Est-ce que cet homme, demanda la procureure en me pointant du doigt, a l'air de ne pas avoir toute sa tête? Est-ce qu'il a l'air confus? Est-ce qu'il ressemble à un homme qui a besoin d'être protégé? Sophie me fixa. Une larme unique commença à tracer un chemin sur sa joue. Où? Pressa la procureure. Est-il l'homme que vous avez délibérément volé basé sur un tissu de mensonges racontés par votre belle famille pour qu'il puisse mettre la main sur ses actifs? Silence. De la table de la défense, Diane se pencha en avant et chuchota juste assez fort pour que les premiers rangs entendent. Fais attention, Sophie. Souviens-toi de ton mari. Souviens-toi de la famille. La procureure se retourna. Votre honneur, l'accusé menace activement le témoin. Arrêtez. Le cri s'arracha de la gorge de Sophie. C'était primal. Ce n'était pas un murmure. C'était un rugissement de douleur. Arrêtez juste, vous tous. Elle sanglotait maintenant, des sanglots hystériques qui secouaient tout son corps. Elle se tourna vers le juge. Je ne peux pas, votre honneur. Je ne peux plus mentir. Je ne peux pas. Elle tourna son visage, un gâchis de larmes et de mascara, et pointa un doigt tremblant vers Victor et Diane. Vous avez fait ça. Hurla-t-elle. Vous m'avez dit qu'il était sénile. Vous m'avez dit qu'Antoine était un voleur. Vous m'avez dit qu'il était un monstre qui essayait de voler mon héritage. Vous avez dit que c'était le seul moyen. Vous avez dit que c'était notre moment. Elle se tourna vers moi, ses yeux désespérés. Et toi, tu m'as laissé. Tu savais ce qu'ils étaient. Tu m'as laissé marcher droit dedans. Le juge qualifia leur crime de conspiration diabolique et parasitaire s'attaquant au deuil d'un homme bon. Victor, en tant que cerveau et récidiviste pour son détournement de fonds précédents, 20 ans de prison fédérale. Diane, pour son rôle de co-conspiratrice et sa manipulation émotionnelle cruelle de Sophie, 15 ans. Julien, pour sa coopération, 5 ans. Et puis il y avait Sophie. Elle se tenait seule, tremblante. Le juge la regarda. Mademoiselle Sophie, vos actions étaient à la fois effroyables et tragiques. Vous étiez partie prenante d'un crime contre votre propre père, mais vous étiez aussi clairement victime d'une manipulation profonde. Et à la fin, vous avez choisi de dire la vérité à un grand coup personnel. Je vous condamne à 5 ans de probation, 1000 heures de travaux d'intérêt général, et une restitution complète ordonnée par le tribunal des 2 millions d'euros. Peine avec sursis. Elle était libre, mais elle était brisée. Je me suis levé.
Les médias m'ont assailli, criant des questions. Je les ai ignorés. Antoine a mis une main dans mon dos. J'ai marché devant la table de la défense. Victor m'a vu. Il s'est jeté en avant, le visage violet de rage, mais les marshals l'ont retenu. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Henri !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Tu ne gagneras pas. » Je me suis arrêté. Je me suis tourné et je l'ai regardé. Un petit homme pathétique et brisé dans un costume cher sur le point d'être échangé contre une combinaison orange. C'est déjà fait. Le trajet de retour du tribunal a été l'heure la plus longue de ma vie. Antoine conduisait la berline noire. J'étais assis sur le siège passager. Sophie, ma fille, celle qui venait d'être condamnée pour un crime fédéral, était assise à l'arrière. Elle était silencieuse. Elle n'avait pas dit un seul mot depuis que le juge, dans un moment de clémence qu'elle ne méritait pas, lui avait accordé une peine avec sursis. L'air dans la voiture était épais, toxique. C'était le silence d'un enterrement. C'était le son d'une famille qui avait été déchirée, non pas par le deuil, mais par la cupidité. Nous avons remonté la longue allée de gravier. La maison, ma maison, semblait la même que toujours, solide, calme, mais nous n'étions plus les mêmes. Antoine est sorti de la voiture, ses mouvements raides. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée et est entré directement, laissant la porte moustiquaire claquer avec un bruit sec. Il ne l'a pas tenue pour sa sœur. Il ne s'est pas retourné. Sophie est restée assise sur la banquette arrière, figée, fixant l'appui-tête. Je me suis tourné sur mon siège pour la regarder. « Tu comptes rester dans la voiture pour toujours ?» demandai-je. Ma voix était plate. « C'est le dernier trajet que je t'offre. » Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Lentement, mécaniquement, elle ouvrit la porte et sortit. Elle regarda la maison, ma maison, comme si elle était une étrangère, comme si elle la voyait pour la première fois. Elle me suivit à l'intérieur. Antoine était déjà dans la cuisine. Il était appuyé contre le comptoir, nous tournant le dos. Je pouvais voir la tension dans ses épaules. Il serrait une tasse à café en céramique si fort que j'avais peur qu'elle n'éclate dans sa main. Sophie hésita dans l'embrasure de la porte, un fantôme dans sa propre maison. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» La voix d'Antoine était dangereusement calme. Il ne se retourna pas. Sophie grimaça. « Antoine, je n'ai nulle part où aller. » J'ai demandé, dit Antoine en se retournant lentement. Il posa la tasse sur le comptoir avec un bruit lourd. Son visage était sombre. « Qu'est-ce que tu fais encore là ? Le procès est fini. Tu as perdu. Le jeu est fini. Tu ne devrais pas courir retrouver le pantouse que tes beaux-parents t'ont acheté ? Oh, attends. » Il sourit d'un sourire terrible, sans joie. « Ils sont en prison. Mon erreur. »« Antoine, arrête, dis-je, ma voix lourde. »« Non, papa, toi arrête. » riposta-t-il, sa colère se libérant enfin. Il tourna sa rage contre moi. « Tu la laisses s'asseoir là. Tu la laisses mentir sur moi. Et puis après tout ça, tu l'as sauvée. Tu lui as donné un marché. Tu l'as laissé partir libre. » Il pointa un doigt, non pas vers moi, mais vers Sophie. « Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait ?» hurla-t-il après elle. « Le sais-tu ? Tu n'as pas juste menti à papa. Tu as essayé de me détruire. Tu t'es assise à cette barre et tu as dit au jury que j'étais un voleur. Que j'essayais de faire interner notre père. » Je ne le pensais pas, Antoine. Le murmure de Sophie était désespéré. Ils m'ont fait le dire. Victor et Diane. Ils m'ont dit. Ils t'ont dit. Antoine fit un pas vers elle. Sophie recula. Ils t'ont dit de trahir ton propre frère. Ils t'ont dit de me traiter de raté, de criminel. J'ai passé ma vie entière à te regarder tout obtenir, à te regarder être l'enfant prodige, la princesse. Pendant que j'étais juste le bon vieil Antoine, le menuisier, le raté. Sa voix était épaisse de 20 ans de douleur refoulée. J'ai prévenu papa à leur sujet. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit que c'était des parasites. Je lui ai dit que c'était du poison. Et toi, tu les as choisis. Et tu les as crus plutôt que moi. Je ne savais pas, sanglota-t-elle. Tu ne voulais pas savoir, rugit-il. Tu aimais l'argent. Tu aimais les voyages. Tu aimais te sentir supérieur. Et maintenant tu as le culot de revenir ici dans sa maison, dans ma maison. Tu n'as aucun droit d'être ici. Ça suffit. Ma voix résonna dans la cuisine. C'était la première fois que je l'élevais depuis des années. Ils se figèrent tous les deux. La poitrine d'Antoine se soulevait. Sophie tremblait, le visage pâle. « Antoine, dis-je, ma voix basse et dure. Tu as raison.
Elle t'a trahi. Elle m'a trahi. Elle a trahi la mémoire de sa mère. Je tournai mon regard vers Sophie. Elle tressaillit, mais je soutins ses yeux. Et toi, lui dis-je, tu n'es pas une victime. Tu es une imbécile. Tu étais tellement aveuglé par leurs paillettes bon marché, tellement désespéré d'avoir leur approbation que tu ne pouvais pas voir la vérité. Tu pensais que Victor était un génie. Tu pensais que Diane était sophistiquée. Tu pensais que j'étais un vieil homme sénile et endeuillé. Papa, je suis. Tu sais pour ces 2 millions, Sophie? L'interrompis-je. Sais-tu pourquoi ils étaient sur ce compte? Elle secoua juste la tête, les larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas mon idée, dis-je. C'était celle de ta mère. Antoine me regarda, stupéfait. Quoi? Maman savait. Elle savait, dis-je, ma voix s'adoucissant un instant. Elle a vu ça venir il y a des années. Elle a vu ce que Victor et Diane faisaient à Sophie. Elle a vu comment ils la tordaient. Comment ils lui faisaient avoir honte de nous. Honte de son frère. Honte de la vie simple et honnête que nous lui donnions. Je marchai jusqu'à la cheminée dans le salon. Je touchai l'urne simple et élégante qui contenait les cendres d'Alice. La dernière semaine, dis-je, la voix épaisse. Quand elle était à l'hôpital, elle était lucide. Elle m'a fait promettre. Je me retournai vers eux. Elle a dit « Henri, j'ai peur. J'ai peur pour Sophie. Victor a ses crochets en elle. Quand je serai parti, ils vont venir pour toi, et elle va les laisser faire. » Je lui ai dit qu'elle avait tort. Je lui ai dit que Sophie nous aimait. Je regardai Sophie, qui couvrait sa bouche de sa main. « Et ta mère ?» Elle a juste souri. Ce sourire triste et omniscient. Elle a dit « Alors prouve-moi que j'ai tort, Henri. Tends un test. Laisse-la pas. Laisse 2 millions là où elle peut les trouver. Et si elle les prend, promets-moi que tu ne seras pas l'imbécile. Promets-moi que tu arrêteras de la protéger. Promets-moi que tu les réduiras en cendres. » Sophie laissa échapper un petit son étranglé. Le test n'était pas le mien. C'était celui de sa mère et elle l'avait échoué. Je ne voulais pas la croire, dis-je. J'espérais que tu lui prouverais qu'elle avait tort. J'ai fait mon deuil pendant 6 semaines, priant pour que tu ne mordes pas à l'hameçon. Mais tu l'as fait. Tu n'as même pas attendu que son corps soit froid, Sophie. Tu lui as donné raison. Antoine passa sa main sur son visage, sa colère partit, remplacée par une tristesse profonde et intense. Alors quoi maintenant, papa? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Sophie me regarda, le visage pâle, terrifiée. C'était ça, la vraie sentence. Pas par un juge, par son père. Quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant, papa? Chuchota-t-elle. Est-ce que je suis censé partir? Est-ce que je suis déshérité? Je n'ai nulle part où aller. Julien est en prison. Mais mes comptes ont disparu. Je n'ai rien. Tu n'es pas déshérité, dis-je. Antoine me regarda, choqué. Papa, quoi? Mais tu n'es pas une héritière, continuai-je en ne regardant que Sophie. Tu es une débitrice. Tu dois à cette famille 2 millions d'euros et tu vas les rembourser avec intérêt. Rembourser? Balbutia-t-elle. Comment? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Ma réputation, c'est ruinée. Personne ne m'embauchera. Oh, je t'ai déjà trouvé un travail, dis-je. Tu as? Oui. Ton nouveau patron se tient juste à côté de toi. Les yeux de Sophie se dirigèrent vers Antoine. Antoine me fixa juste, abasourdi. Papa, tu ne peux pas être sérieux, dit Antoine. Tu veux que je l'embauche à l'atelier après ce qu'elle vient d'essayer de me faire. Je ne veux pas que tu le fasses, Antoine, dis-je. Je te dis de le faire. C'est ta nouvelle apprentie. Elle balayera les sols. Elle organisera l'inventaire. Elle poncera le bois. Elle fera tout ce que tu lui diras de faire 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et tu la paieras 15 € de l'heure. Pas un centime de plus. 15 €. De l'heure? Chuchota Sophie, horrifiée. C'était moins que ce qu'elle dépensait autrefois pour un seul déjeuner. C'est exact, dis-je. À ce taux, si tu ne dépenses pas un seul centime, tu auras payé ta dette dans, environ 64 ans, en supposant qu'il n'y ait pas d'intérêt. 60? Papa, c'est une perpétuité. Non, dis-je, ma voix se durcissant. Une perpétuité, c'est ce que Victor et Diane ont eu. Une perpétuité, c'est ce que ta mère a eu. Ce que tu as, c'est une chance. Tu as l'occasion d'apprendre ce que ton frère a su toute sa vie. Tu as l'occasion d'apprendre ce que ça fait d'être fatigué, de transpirer,
de construire quelque chose de ses propres mains au lieu de simplement prendre ce que les autres ont construit. Je me tournai vers Antoine. Elle commence lundi, 7 heures précises. Si elle est en retard, tu retiens sur son salaire. Si elle se plaint, tu la renvoies chez elle. Si elle démissionne, elle est déshéritée. Compris. Antoine regarda le visage horrifié de Sophie. Il regarda mon expression d'acier. Un lent sourire s'étala sur son visage. Le premier vrai sourire que j'avais vu sur lui depuis des années. 7 heures c'est généreux, papa, dit Antoine. Mon équipe commence à 6 heures. Elle sera là à 6 heures. Va pour 6 heures, dis-je. Je regardai Sophie. Son choix était clair. Une vie de dur labeur ou une vie de rien. Tu es sérieux? Chuchota-t-elle. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, dis-je. Monte. Ta vieille chambre est toujours là. Ta nouvelle vie commence lundi. Elle resta là une seconde de plus, brisée, battue et totalement seule. Puis, sans autre choix, elle ramassa son unique sac approuvé par le tribunal et passa devant son frère pour monter les escaliers. La guerre était finie. Le nettoyage ne faisait que commencer. Lundi matin, 5h45. Il faisait encore nuit, l'air était froid et humide. J'étais dans mon bureau, une tasse de café noir à la main. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer doucement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Le camion d'Antoine était déjà parti. Il était parti à 5h30. J'ai regardé Sophie marcher le long de la longue allée. Elle portait une paire de mes vieux jeans tenus par une ceinture. Elle avait un vieux manteau d'Alice et une paire de bottes de travail bon marché que j'avais achetées dans une quincaillerie et laissées devant sa porte. Elle avait l'air petite, perdue et terrifiée. Elle arriva au bout de l'allée et se tint sous le seul lampadaire, attendant. Je lui avais dit que le bus de ville s'arrêtait au coin à 5h52. Elle devrait changer 2 fois pour arriver à l'atelier d'Antoine à 6h. J'ai failli attraper mes clés. J'ai failli aller la chercher. Le père en moi voulait la conduire, la protéger du froid, rendre ça plus facile. Mais l'homme qu'Alice m'avait fait promettre d'être. Il est resté à la fenêtre. Il a juste regardé les phares du bus apparaître, la regardé monter, et la regardé disparaître dans l'obscurité d'avant l'aube. Je ne suis pas allé à l'atelier ce jour-là, ni le lendemain. J'ai laissé passer une semaine. Le lundi suivant, j'ai pris la Buick. Je n'y suis pas allé à 6h. J'y suis allé à 17h. L'heure de la débauche. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, face à l'entrepôt. Ce n'était pas un cabanon de bricolage. C'était un espace industriel massif, bruyant du cri des raboteuses et des scies. La grande porte s'est enroulée vers le haut et l'équipe d'Antoine, 4 grands gars couverts de sueur, est sortie en riant et en montant dans leur camion. Puis, quelques minutes plus tard, Antoine est sorti tenant une carte de pointage. Et puis elle est sortie. Je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux blonds coûteux étaient attachés en un chignon désordonné trempé de sueur, complètement gris de sueur. Son visage était taché de crasse. Ses mains, même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir qu'elles étaient à vif. Elle boitait. Elle a pris la carte de pointage d'Antoine. Il a dit quelque chose. Elle a juste hoché la tête vers le bas. Elle a pointé sa carte, s'est tournée et a commencé à marcher vers l'arrêt de bus. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste marché. Je suis rentré chez moi. Cela a duré 1 mois. Silence. Elle partait avant l'aube. Elle rentrait après la nuit tombée, couverte de crasse. Elle mangeait le dîner que je lui laissais, prenait une douche et s'effondrait dans son lit. Nous ne parlions jamais. Antoine et moi parlions. Il venait le dimanche. Elle est nulle, disait-il en buvant une bière sur mon porche. Elle est maladroite. Elle a cassé une pile d'érable premium. Ça m'a coûté 300 balles. Tu as retenu sur son salaire? Demandai-je. Bon sang oui, je l'ai fait, dit-il. Elle a failli pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'elle travaille? Antoine soupira. Il regarda le jardin. Elle travaille. Je lui accorde ça. Elle est faible, mais elle n'abandonne pas. Mon équipe l'appelle princesse. Ils se moquent d'elle. Ils font tomber des trucs exprès qu'elle doit ramasser. Ils rient quand elle ne peut pas soulever un bastin. Et tu les laisses faire. Je les laisse faire, dit-il. Elle a besoin d'apprendre. Elle a besoin de le ressentir comme je l'ai ressenti chaque fois qu'elle levait les yeux au ciel vers moi au dîner de Thanksgiving. Il finit sa bière. Mais elle a nettoyé les toilettes sans qu'on lui demande hier, et elle a organisé tout l'inventaire des vis et boulons. Ça lui a pris 6 heures. Elle est méticuleuse. C'est agaçant. Bien, dis-je. Continue de la pousser.
La confrontation a eu lieu 2 mois plus tard. Je suis rentré tard d'une réunion avec Pierre. Il était presque 20 heures. Je suis entré dans la maison et la tension m'a frappé comme un mur physique. Antoine était debout dans le salon. Sophie était assise sur les escaliers, ses vêtements de travail encore sur elle. Elle pleurait. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Demande-lui, » dit Antoine, sa voix lassée de fureur. « Vas-y, Sophie. Dis-lui. Dis-lui ce que tu as fait. » Sophie ne voulait pas me regarder. J'ai fait une erreur. Une erreur ? Hurla Antoine. Elle a failli tuer mon contremaître, papa. Elle a essayé d'utiliser la scie sur table après que je lui ai dit de ne jamais toucher aux machines. Elle n'avait pas mis la protection. La lame a attrapé un nœud dans le bois. Ça a rejeté. Le morceau de chaîne a explosé. Ça a envoyé des éclats partout. Ça a raté la tête de Miguel d'un pouce. Je regardais Sophie. Est-ce vrai ? J'essayais juste d'aider, sanglota-t-elle. J'ai vu à quel point nous étions en retard sur la commande d'armoire. Je vous ai tous regardé. Je pensais que je pouvais le faire. Je voulais juste vous montrer, lui montrer que je n'étais pas inutile. Que je pouvais être comme toi, Antoine. Antoine la fixa, sa rage soudainement partie, remplacée par une pure confusion. Comme moi ? Tu veux être comme moi ? Tu es l'enfant prodige qui a fait de grandes études. Je suis le menuisier stupide. Je ne le suis pas, hurla-t-elle en se levant. Elle se battait enfin. Je ne suis pas l'enfant prodige. Je suis la stupide. Je suis celle qui a cru Victor. Je suis celle qui a épousé un faible. Je suis celle qui a jeté sa famille pourquoi ? Pour des cocktails ? Pour un travail que je ne comprenais même pas ? Pour une voiture que je ne pouvais pas me payer ? Elle pointa Antoine, sa main tremblante. Toi, tu construis des choses. Tu es heureux. Tu as un but. Tu en as toujours eu un. Moi, je n'ai jamais rien eu. J'ai juste dépensé des choses. J'ai dépensé l'amour de maman et papa. J'ai dépensé ton respect. J'ai dépensé l'argent de papa. Je suis juste vide. Elle le regarda enfin. Vraiment regardé. Je suis désolé, Antoine. Pas pour le procès. Je veux dire, je le suis, mais je suis désolé pour toute ma vie. Pour avoir pensé que je valais mieux que toi. Je ne l'ai jamais été. Je suis juste une imbécile. Et je suis fatigué. Je suis tellement fatigué d'être moi. Elle craqua finalement. Elle s'assit sur la marche du bas et mit sa tête dans ses mains, ses épaules tremblant. Antoine resta juste là. Il respirait fort. Il me regarda, perdu. Il n'était pas équipé pour ça. C'était un homme de bois et d'acier. Pas de ça. Je marchai jusqu'au placard. J'en sortis une trousse de premier secours. Je la lançai à Antoine. Il l'attrapa. Elle a une coupure sur la joue, dis-je. Nettoie-la. Ensuite, montre-lui comment utiliser la ponceuse orbitale. C'est la seule machine avec laquelle elle ne peut pas se tuer. Et Antoine. Il me regarda. Elle a raison. Tu vaux mieux qu'elle. Prouve-le. Antoine regarda la trousse. Il regarda sa sœur pleurer sur les escaliers. Il laissa échapper un long soupir lourd. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il ouvrit la trousse. « Donne-moi ton visage » grommela-t-il. Elle tressaillit alors qu'il tamponnait l'antiseptique sur la coupure. « Ça va laisser une cicatrice » dit-il bourru. « Je sais » chuchota-t-elle. « Bien » dit-il. « Que ce soit un rappel. Reste loin de cette foutue scie. » Il finit. Il se leva. Il regarda le balai lourd de qualité industrielle appuyé contre le mur. « Tu sais, » dit-il, « tu es une terrible menuisière. Tu es un danger pour toi-même et les autres. » Sophie leva les yeux, le visage pâle. « Est-ce que tu me vires ?» Antoine sourit presque. « Non, je te promeux. » Il donna un coup de pied dans le balai vers elle. « Le sol est dégueulasse et mon bureau ressemble à un champ de bataille. Tu es responsable du nettoyage en permanence. » Il commença à s'éloigner. Et Sophie. « Oui, demain 6 heures. Sois pas en retard. » Il sortit par la porte d'entrée, la claquant derrière lui. Sophie regarda le balai. Puis elle me regarda. J'ai juste hoché la tête une fois. Elle ramassa le balai. Elle prit une profonde respiration tremblante, et elle commença à balayer. 1 an. 12 mois depuis le procès. 12 mois depuis que Victor et Diane ont été emmenés menottes au poignet.
12 mois depuis que ma fille Sophie est entrée dans l'atelier de son frère à 6 heures du matin, ses mains douces, sa fierté brisée, pour commencer sa nouvelle vie. J'ai 71 ans. La maison est toujours calme, mais ce n'est plus le silence du vide. C'est le silence du but. J'étais dans mon bureau, mais ce n'était plus seulement mon bureau. Le lourd bureau en chêne était toujours là, mais c'était maintenant le siège officiel de la Fondation Alice. J'avais liquidé chaque actif lié à Industrie Victor. Les 54 millions, l'argent bâti sur ma clémence et sa cupidité, étaient maintenant mis au travail. La mission de la Fondation était simple, celle qu'Alice aurait voulu: fournir une éducation financière et une aide juridique à ceux qui sont piégés dans des relations d'abus financiers. Le téléphone sonna. C'était Pierre. « Henri, dit-il, la première série de subventions est approuvée. Nous finançons des cliniques d'aide juridique dans 3 régions. » Bien, dis-je. Alice aurait aimé ça. La porte du bureau s'ouvrit doucement. C'était Sophie. Elle avait l'air différente. Pas juste différente, transformée. L'année de dur labeur avait brûlé les dernières traces de la femme molle et gâtée qu'elle avait été. Elle était mince mais forte. Ses mains n'étaient plus parfaitement manucurées. Elles étaient calleuses, comme celles d'Antoine, avec de petites cicatrices délavées. Ses cheveux blonds coûteux avaient disparu, coupés courts et pratiques. Elle ne portait pas de maquillage. Elle portait un jean simple et une chemise en flanelle unie. Elle n'était plus une princesse. Elle était enfin ma fille. Elle tenait une petite boîte en bois sombre. Elle était polie jusqu'à briller, les joints parfaits. « J'ai fait ça pour toi, » dit-elle. Sa voix était calme mais stable. « Pour les cendres de maman. Je sais que tu aimes l'urne, mais j'ai pensé que peut-être ça, c'était mieux. » Je la lui pris. Le bois était chaud. C'était du noyer, le préféré d'Alice. « C'est magnifique, Sophie. Les queues d'aronde sont parfaites. » Antoine m'a appris, dit-elle, un petit sourire fier touchant ses lèvres. Je ne suis plus terrible à ça. Non, dis-je en passant mon pouce sur le bois lisse. Tu ne le haises plus. Nous sommes restés dans un silence confortable un moment. Un silence que nous n'avions pas eu depuis qu'elle était petite fille. Je dois te dire quelque chose, papa, dit-elle, ne croisant pas mon regard. Je me préparais. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu une lettre de Julien. Mon sang se glaça. Julien, son ex-mari faible et sans colonne vertébrale. Il avait été libéré sur parole après avoir purgé 18 mois de sa peine de 5 ans grâce à son témoignage. Il est dehors, dit-elle. Il vit dans une maison de transition. Il veut parler. Il veut me voir. Je sentis la vieille colère monter, le vieil instinct protecteur. Tu n'iras pas. Je dois y aller, dit-elle finalement, levant les yeux vers moi. Ses yeux étaient clairs. Pas de défi, juste de la certitude. Papa, il n'est pas. Ce n'était pas Victor. Il était faible. C'était un lâche. Il a laissé ses parents l'empoisonner, tout comme il les a laissés m'empoisonner moi. J'ai besoin de lui dire que c'est fini. Que je ne suis plus cette personne et qu'il doit arrêter d'être cette personne aussi. Elle prit une profonde inspiration. Je dois juste l'affronter seule. Je lui dois ça. Je lui dois un dernier adieu pour que je puisse fermer cette porte pour toujours. Je la regardais, la femme enfant terrifiée qui avait sangloté dans l'hôtel parisien, la fille brisée dans le parloir de la prison. Elle avait disparu. C'était une femme. Elle prenait ses propres décisions. Pas celles que Victor lui disait de prendre. Pas celles que je lui disais de prendre. Les siennes. J'ai simplement hoché la tête. D'accord. Tu gères. Je le ferai, dit-elle. Je n'ai pas besoin. Je ne demanderai rien. Je voulais juste que tu saches. J'apprécie ça. Elle se tourna pour partir. Sophie, appelai-je. Elle s'arrêta à la porte. Cette dette, dis-je. Les 2 millions. Elle grimaça, ses épaules se tendant. Je sais. 15 € de l'heure. 64 ans. J'y travaille encore. Non, dis-je. Tu n'y travailles plus. Tu es viré. Sa tête pivota brusquement. Quoi? Viré? Mais Antoine a dit que je m'améliorais. Antoine ne peut plus se payer tes services, dis-je. Je marchai jusqu'au bureau et ramassai un portefeuille. Il était plus fin que celui que j'avais donné à Antoine. Je te donne un nouveau travail. Une promotion. Je le lui tendis. Elle le regarda, confuse. La Fondation Alice. Tu es la nouvelle directrice, dis-je. Tu géreras les subventions.
Tu superviseras les programmes d'éducation. Tu voyageras à travers le pays. Et tu raconteras ton histoire. Tu apprendras aux autres jeunes femmes comment ne pas devenir toi. Elle fixa le dossier, sans voix. Je ne peux pas, papa, je ne sais pas comment. Tu apprendras, dis-je. Tout comme tu as appris à utiliser une ponceuse, tout comme tu as appris à être humble. Cette fois, tu apprendras à être puissante. Mais l'argent, les 2 millions, la restitution. C'est la meilleure partie, dis-je, m'autorisant un petit sourire. J'ai décidé de restructurer ta dette. Je pointai le portefeuille. La Fondation Alice a une dotation, un fonds fiduciaire. 2 millions d'euros. Le montant exact que tu as volé. Je laissai l'information pénétrer. Tu ne pourras jamais toucher au principal. Ce n'est pas ton argent. C'est son argent. Mais les intérêts, les dividendes, ce sera ton salaire. Tu seras payé par l'argent même que tu as essayé de prendre. Tu ne l'as pas juste remboursé, Sophie. Tu l'as gagné. Tu n'es plus une débitrice. Tu es une gardienne. Elle regarda la boîte qu'elle avait fabriquée. Elle regarda le portefeuille. Et pour la première fois, elle me regarda comme une égale. « Quand est-ce que je commence » demanda-t-elle. « Lundi, dis-je. 6 heures. Tu as beaucoup de travail à faire. » Ma femme Alice disait toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Et elle avait raison. Mais j'ai appris autre chose. L'argent est un outil. Il peut être une arme utilisée pour blesser, ou il peut être un bouclier utilisé pour protéger, ou dans le plus rare des cas, il peut être une graine. Ma fille m'a volé 2 millions d'euros. En faisant cela, elle a détruit notre famille. Mais elle m'a aussi donné quelque chose que je ne pouvais pas acheter. Elle m'a donné la vérité. Et elle s'est donné une seconde chance. Et ça, c'est un héritage dont Alice aurait été fière. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Le vrai caractère ne se révèle pas par la richesse que quelqu'un affiche, mais par la façon dont il traite ceux dont il croit qu'ils n'ont rien. La cupidité peut chercher des raccourcis, mais elle sera toujours déjouée par la sagesse. En fin de compte, le respect n'est pas quelque chose que l'on peut hériter ou voler. C'est la seule chose que l'on doit gagner. La vraie force ne réside pas dans la quantité de pouvoir que vous détenez, mais dans le fait de savoir précisément quand et comment l'utiliser. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place d'Henri ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.